France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Contes, dames, divinités, silex, 4 expositions pour l'été à Troyes, aux Aisies, à Arles et à Vire-Normandie, car c'est toujours un immense plaisir de se laisser surprendre par une exposition. Elle nous offre une histoire, une narration, de la découverte, du savoir, seul, en famille, avec des amis. Parfois, et c'est mieux, accompagné d'une médiation, d'un guide conférencier, par exemple, d'une guide conférencière. La visite d'une exposition, c'est toujours un moment très fort. D'ailleurs, nous gardons les tickets en souvenir. Un moment humain, un moment d'exception. On est certain qu'il y a sépulture quand les restes osseux ont été trouvés, ce qu'on appelle en connexion anatomique. La Champagne ne formait pas alors une entité féodale. L'archéologie, c'est la renaissance d'une vie quotidienne. Le cours de l'histoire. Déesse d'autrefois et d'aujourd'hui. Xavier Mauduit. Les femmes sont gentilles, c'est bien, on peut se rouler dans ça toute la journée, mais entre ça et en faire une mode. Mais j'ai un mari qui ne veut absolument pas que je coupe mes cheveux. Il m'a promis de divorcer si je coupais mes cheveux. Alors j'ai dû les garder, et puis je dois dire que ça ne va pas du tout à mon genre de beauté. Moi, je me suis coupé les cheveux, ça va très bien, mon genre de beauté. Bonjour Arnaud Baudin. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint des archives et du patrimoine du département de l'Aube et vous êtes le commissaire scientifique de l'exposition Passe avant le meilleur, la Champagne au temps des contes. Passe avant le meilleur, mais quel drôle de nom. Mais oui, c'est un titre qu'on a voulu volontairement accrocheur justement pour rappeler que cette grande histoire des contes de Champagne. Passe avant le meilleur, c'est le cri de guerre, c'est leur Montjoie-Saint-Denis, c'est le cri qui est hurlé sur le champ de bataille au cœur des tournois et qui est un emblème de la famille de Blois qui a été transmis aux contes de Champagne sans doute au milieu du XIIe siècle, en même temps que les armoiries. Avec ici cette riche histoire de la Champagne, il faut le rappeler, parce que c'est une exposition d'histoire. Au moment de réfléchir à construire une exposition, il y a des expositions d'art, des expositions d'histoire, les deux se croisent et c'est en cela que les expositions sont exceptionnelles. Vous racontez une histoire, mais vous montrez des objets qui, par leur esthétique, nous fascinent. Exactement, on a voulu concevoir une grande exposition sur cette longue période du comté de Champagne qui nous conduit du XIe au XIVe siècle. À la fois effectivement une exposition d'histoire qui raconte cette grande épopée des contes de Champagne, mais naturellement à l'intérieur de cette épopée, les contes ont favorisé les arts, ont été de grands mécènes et on présente effectivement plus de 300 œuvres et documents pour relater les fastes de cette cour de Champagne au XIIe, XIIIe siècle. Et pour poursuivre notre exploration des expositions de l'été, un petit tour à Arles antique. Romy Weich, bonjour. Bonjour. Avec ici cette volonté de mettre en avant la Vénus d'Arles. Et là, nous sommes dans une exposition à la fois historique et authentiquement artistique, puisqu'il y a de l'art antique et de l'art contemporain. Absolument. En fait, c'est venu avec l'idée que la Vénus d'Arles, finalement, c'est vraiment une sculpture avec 1000 visages et plusieurs histoires qui se succèdent. Et donc, comment choisir quelle histoire raconter, finalement, quelle histoire lui faire dire ? Et on s'est rendu compte qu'il fallait la voir comme un archétype de la vénusté de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et se poser la question finalement, est-ce que le culte de Vénus est toujours vivant ? Et puis en écho à ce culte de Vénus, il y a Sois belle, quand la mode raconte la condition des femmes de 1830 à 1914. Ça, c'est au musée de Vire-Normandie. Ce musée de Vire-Normandie, il est porté par vous, Marie-Jeanne Villeroy. Bonjour. Bonjour. Cette volonté ici de parler d'histoire, la condition des femmes, mais à travers aussi une esthétique, la mode. C'est l'entrée. Plutôt que faire nous avons une très belle collection de coiffes, de costumes au musée de Vire-Normandie. Et plutôt que faire une histoire de la transformation des formes, voilà, qui serait classique, chronologique, l'entrée, c'est mais pourquoi la garde-robe féminine est si complexe, chatoyante, bizarre, torturante, enfin, il y a vraiment, qu'est-ce que ça cache ? Et le titre, Sois belle, qu'on a voulu trancher, parce que tout le monde connaît la suite, Sois belle et tais-toi, résume parfaitement les deux injonctions faites aux femmes longtemps.
Longtemps, voilà. Et vous n'osez pas dire aujourd'hui encore. Les contes de Champagne à Troyes, la Vénus d'Arles, le passage de Vénus à Arles, Sois belle au musée de Vire-Normandie et dans la volonté de présenter des expos, eh bien, au musée de la nationale de la préhistoire des Aisies, ils se sont dit, tiens, on va faire les morts. Alors, non, mais c'est génial, Nathalie Fourment, bonjour. Bonjour. Geste d'éternité. L'approche est exceptionnelle aussi parce que c'est dur de renouveler la présentation de la préhistoire avec la volonté de prendre à chaque fois des regards différents. Et vous, votre choix, c'est d'aller voir ce qui fait l'humanité, le geste d'éternité. Exactement, Xavier Mauduit. Et l'objectif dans notre établissement de manière globale est de parler de ces sociétés de la préhistoire, en ce qu'elles nous renseignent aussi parfois et dans ce lien qu'elles peuvent avoir avec nos sociétés plus contemporaines, si bien que nous avons pensé que parler de cette attention portée aux défunts, dans la diversité des gestes, dans leur ancienneté, dans la particularité de certains de ces gestes, était un moyen surtout de raconter les vivants dans leur rapport justement au monde, dans leur rapport au territoire, dans leurs rapports sociaux également. Quelle est la place de l'individu? Est-ce que la sépulture ou les gestes funéraires très divers comme la transformation des ossements en parure, un objet, un outil, voilà, ce qu'ils nous racontent et nous témoignent de la place de l'individu dans son groupe. Et je pense là notamment aux très belles sépultures d'enfants qui peuvent être accompagnées de quantité de parures. Et ça interroge en fait sur ces rapports sociaux de ces groupes humains. Nathalie Fourment, vous êtes directrice du Musée national de préhistoire aux Aisies, ça se trouve en Dordogne, et vous êtes la co-commissaire de l'exposition Geste d'éternité, co-commissaire avec... Donc Brad Gravina, qui est au musée également, ingénieur d'études en charge des collections du paléolithique ancien et moyen. Nous avons également dans l'équipe musée Maïwen Courcel, qui est chargée des expositions, et c'est une exposition produite avec Grand Palais RMN et avec l'appui d'un conseil scientifique, puisque effectivement, parler des gestes funéraires et mortuaires sur ces périodes si anciennes nécessite une approche scientifique très rigoureuse. Et dans notre conseil scientifique, nous avions évidemment quantité de collègues préhistoriens, anthropologues, archéothanatologues qui nous ont guidés à la fois dans les choix des prêts et également dans les messages forts qu'il nous fallait porter. Parce qu'au moment de concevoir une exposition, il y a la volonté de s'adresser à un public curieux de préhistoire, un public de passage aussi parce que ce sont les vacances, mais dans le même temps, produire de savoir, en profiter pour faire avancer la recherche. Exactement, et ce que vous dites est très important puisque je dois avouer qu'au départ, quand nous avons proposé cette exposition sur la mort, cela semblait un petit peu effrayant, y compris au sein même de nos administrations, si bien que ça nous a poussé à essayer de trouver des biais, des messages. Et dans cette exposition, nous avons aussi choisi, bien sûr, de solliciter des prêts prestigieux, y compris à l'étranger. Je pense là à la très belle sépulture des petits jumeaux de Krems en Basse-Autriche, mais également d'essayer de faire ce lien à nos sociétés contemporaines en faisant donc des ponts, en tissant des liens entre les gestes funéraires de la préhistoire et des pratiques beaucoup plus récentes, historiques et également celles de peuples autochtones, d'où les prêts aussi de très belle qualité, notamment au Quai Branly. Et enfin, pour dédramatiser cette approche et en même temps la rendre sensible, poétique, nous avons fait appel à un artiste, un illustrateur, Pierre Mortel, son nom était prédestiné, et qui avait déjà travaillé dans les musées, notamment au musée des abattoirs à Toulouse, et qui nous a proposé, donc quand on l'a contacté, effectivement d'investir tout le parcours d'exposition, à la fois avec des dessins toujours très humoristiques, la création de ce petit fantôme qui guide les pas du visiteur, et finalement ça s'est aussi terminé par la production d'un certain nombre d'œuvres qui viennent aussi nous accrocher dans cette sensibilité à cette thématique si particulière et qui a évidemment un grand succès avec les enfants, pas que. Mais pas que, c'est vrai, parce que au Musée national de préhistoire des Aisies, pour cette exposition Geste d'éternité, ces dessins, ces graffitis, c'est facile de dire c'est mortel, parce que c'est Pierre Mortel qui les a réalisés. Cette volonté ici de faire avancer la science, le savoir au moment de l'exposition, c'est également ce qui va se passer, Romy Weich, à Arles. À Arles, cette Vénus, c'est l'occasion d'en raconter l'histoire, la statue elle-même, de raconter l'histoire de ce qu'est une Vénus, et puis de voir ses échos contemporains. Alors déjà, quelle est cette statue ?
Alors, c'est une vaste question. C'est une sculpture romaine qui est une copie d'une originale grecque. Donc déjà, on voit qu'elle a deux vies. La vie grecque, la vie romaine. Et puis ensuite, elle a été retrouvée en 1651. Et à cette époque, d'ailleurs, on a cru que c'était une Diane au début, puisqu'on pensait qu'il y avait un culte de Diane à Arles. Et finalement, au fil de débat, on s'est rendu compte que peut-être c'était une Vénus. Et le débat a pris tellement d'ampleur qu'il est allé jusqu'aux oreilles de Louis XIV, qui s'y est intéressé. Et en voyant cette sculpture, il a voulu la ramener à Versailles, où elle est devenue finalement aussi une œuvre royale. Girardon, qui est un grand sculpteur de l'époque, lui a d'ailleurs ajouté des bras, puisqu'à l'époque, quand on trouvait une sculpture antique fragmentaire, pour lui rendre hommage, quelque part, il fallait la compléter. C'était vraiment, qui nous paraît un peu absurde aujourd'hui, mais quand on remet dans le contexte, c'est tout à fait normal. Et puis, au XIXe siècle, où on voit l'émergence des mouvements régionalistes, elle est devenue, malgré son absence à Arles, c'est ce qui rend la chose encore plus intéressante, elle est venue vraiment un symbole presque identitaire dans sa cité. C'est-à-dire qu'on voit par exemple Frédéric Mistral, un grand écrivain qui écrivait en langue provençale, qui la présente presque comme figure tutélaire de la Provence. Et on voit même après cette fameuse beauté des Arlésiennes qui est connue. Et on voit que même Van Gogh, dans ses lettres à Théo, il dit que c'est une des raisons pour lesquelles il est venu à Arles, c'est cette fameuse beauté des Arlésiennes. Et quand on trouve certains textes, ils décrivent que cette beauté, elle serait héritée de la Vénus d'Arles elle-même. Donc, avec tout ça, finalement, c'est vrai que oui, il y a 1000 histoires à raconter. Et maintenant, finalement, ce qui est intéressant avec cette exposition, c'est qu'on a voulu dire, nous aussi, on a notre propre... On va lui rajouter encore une histoire, finalement. Et on a voulu la présenter, ne pas choisir, ne pas trancher une de ces histoires, mais au contraire, montrer finalement cette multitude d'histoires et de dire que aujourd'hui, le culte de Vénus, même si les dieux sont morts, effectivement, mais continue, il est parmi nous. Vénus, c'est finalement la déesse dont tout le monde a le plus entendu parler, mais que les gens connaissent finalement très mal. Vous avez raison, parce que Vénus, c'est un nom qu'on utilise comme ça, on dit c'est une Vénus, mais on ne sait pas trop qui elle est. Et pour celle d'Arles, découverte au XVIIe siècle, au temps de Louis XIV, Romy Weich, vous êtes directrice du musée départemental Arles Antique. Cette Vénus découverte, cette sculpture n'a pas de chocolat, puisqu'elle n'a pas de bras, et on lui rajoute des bras, mais en ajoutant des bras, on lui donne une identité. Tout à fait, parce que c'est tout à fait... quand elle a les bras, d'ailleurs, sont peut-être toujours en dessous du théâtre antique. Il faudrait qu'on fasse des fouilles un jour, et Dieu seul sait, on verra bien ce qu'on trouvera. Mais il y a une multitude d'hypothèses. Alors effectivement, peut-être qu'elle aurait eu une pomme, mais peut-être qu'elle aurait aussi eu finalement ce qu'on associe beaucoup aux Vénus romaines, c'est-à-dire une lance. Enfin, vraiment la Vénus romaine victorieuse, quoi. Peut-être. Mais on le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, Girardon, en la complétant, forcément, il a tranché. Il a mis une pomme et un miroir. Voilà, exactement. Mais après, c'est ce qui fait que cette œuvre, et souvent, moi, on me l'a demandé à Arles, on me dit, oui, mais si jamais, justement, vous retrouviez les bras. Je dis, non, en fait, c'est aussi une œuvre de Girardon, maintenant. C'est aussi une interprétation, parce que c'est une interprétation du grand siècle. C'est une interprétation, justement, de cet intérêt pour l'Antiquité, d'imaginer Versailles comme une nouvelle Rome. Enfin, elle fait partie de cette histoire-là aussi. Et donc, Girardon fait partie de l'histoire de la Vénus d'Arles. Donc, alors, il y a beaucoup de gens qui critique aujourd'hui, mais on ne peut pas critiquer un geste artistique avec nos mœurs d'aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas, mais aujourd'hui, ça nous donne une sculpture qui est absolument fascinante. Direction Arles. Arles a été tout à fait une ville de précurseurs en matière de musée, puisque nos premières collections ont été acquises à la fin du XVIe siècle. Nous avons donc été très en avance, mais aujourd'hui, nous sommes très en retard. Les collections sont morcelées, présentées dans 2 musées qui ne regroupent que quelques éléments lapidaires les plus spectaculaires, c'est-à-dire que nous continuons à présenter l'archéologie sous sa forme plastique. Nous présentons les plus belles pièces, comme au XIXe siècle, la sculpture. Or, aujourd'hui, pour les hommes de notre génération, l'archéologie, c'est la renaissance d'une vie quotidienne. C'est présenter le passé dans les multiples aspects de la vie de tous les jours, avec les instruments de cuisine, les outils, tout ce qui constituait la trame dans laquelle nous retrouvons la vie de nos ancêtres. Je crois que notre première mission, c'est de conserver le patrimoine, mais notre seconde et aussi importante, c'est de mettre ce patrimoine à la disposition de tous les publics. Jean-Maurice Rouquette, conservateur
et puis une figure du musée départemental Arles Antique. Là, nous étions en 1981. Romy Weich, on a vraiment ici, dans ce qu'il dit, la vocation d'un lieu d'exposition, c'est la conservation. Le musée, c'est là pour conserver, mais pour transmettre au plus grand nombre. Il y a toute une réflexion sur la médiation et l'appel au contemporain, à l'art contemporain est quelque chose de très efficace. Complètement, surtout à Arles, une ville finalement qui foisonne, on va dire, artistiquement. On a beaucoup de fondations, de musées. Mais c'est vraiment notre vocation au musée de l'Arles Antique, effectivement, c'est de montrer que l'archéologie, finalement, elle est contemporaine. D'ailleurs, au musée, on a la chance d'avoir un service archéologique, mais aussi un atelier de restauration. Et donc, on fait de l'archéologie. Et donc, on déterre le passé quotidiennement. Donc, on ne peut pas, en fait, séparer le passé et le contemporain. Finalement, c'est toujours lié. Et le regard qu'on porte sur l'archéologie, il est contemporain des choses qui nous intéressent. L'expo qu'on a faite, par exemple, le passage de Vénus, je ne sais pas si on l'aurait faite il y a 25 ans, puisque les regards, les attentes, le public aussi lui-même a évolué. Et la demande qu'il nous fait n'est plus la même. Donc forcément, c'est important de donner toujours un regard contemporain, non pas parce que ça veut dire que l'histoire est révisée, mais en fait, notre regard à nous évolue tout simplement. Marie-Jeanne Villeroy, directrice du musée de Vire-Normandie, l'exposition Sois belle quand la mode raconte la condition des femmes, 1830-1914. C'est vrai que je reprends l'idée, mais il y a 25 ans, ce n'était pas la même exposition. On aurait proposé quelque chose qui aurait été une collection de costumes, éventuellement. La réflexion, en tout cas, sous-jacente, n'aurait pas été du tout la même. C'est clair. Les Vénus n'avaient pas de bras, les femmes n'avaient pas de jambes. Moi, c'est mon entrée, mais pourquoi on n'a pas de pantalon dans nos collections? C'est quand même hallucinant. Des jupes, des robes qui traînent jusqu'au sol. Moi, c'est la question que je me pose en femme d'aujourd'hui. Pourquoi on a des tenues, des toilettes magnifiques. On en présente une qui est d'un bleu intense. Quand on la sort de sa boîte, on a ce flot d'étoffe. Et quand il faut la mannequiner, c'est là où on est face à la femme qui l'a portée. Mais comment elle a pu porter un corsage qui fait 58 cm de taille, avec des épaules qui sont des épaules de femme et pas de petite fille, et une jupe dont la circonférence représente à peu près 2,10 m. Donc là, on est devant une équation, et l'équation, à force d'observer le vêtement, on découvre qu'on a 12 baleines à l'intérieur du corsage qui se portaient forcément sur un corset très serré, du rembourrage, pas seulement au niveau des seins, mais surtout au niveau du poitrail. Ça veut dire qu'elle était un peu creuse. Au niveau respiratoire, ça devait être une femme qui n'était pas en super santé, mais de toute façon, ce sont des femmes qui ne bougent pas. Là, on est devant des vêtements de femmes de la bourgeoisie. C'est ce qu'on a principalement dans nos collections. Les vêtements des femmes qui ont travaillé, qui étaient dans le même modèle, c'est-à-dire un corsage, une jupe. Elles étaient portées jusqu'à l'usure extrême, donc jetées. Mais quand on a quelque chose, effectivement, de ces vêtements des femmes modestes, c'est tout aussi intéressant que les vêtements fastueux qui sont arrivés jusque nous. Parce que le pouvoir incarnant très fort de ces vêtements marche sur nous, conservateurs, mais aussi sur le public. Parce qu'on est devant, pas une œuvre, quelque chose qui a été porté, utilisé, mais on est dans la 3D. On peut vraiment s'approcher. Puis nous, on n'a pas les moyens de mettre tout sous vitrine, alors on est très proche des œuvres. Et c'est là où on peut questionner. Mais c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qu'elle mangeait? Qu'est-ce qu'elle portait en dessous? Et il y a tout un mécanisme de crinoline, de faux cul, Bah oui, parce qu'il y avait des faux culs aussi, mais c'est de l'hypocrisie sans doute patriarcale et masculine dans cette exposition au musée de Vire-Normandie. Il y a ces robes absolument somptueuses, et vous dites avec justesse, Marie-Jeanne Villeroy, que ce sont les robes qui ont été conservées parce que celles des gens puissants.
Le costume populaire, il apparaît aussi à travers l'image, la photographie. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que dans le vêtement modeste, on va retrouver quand même le corps contraint, de manière modeste. Et même si ces vêtements n'ont pas été conservés, quand on regarde les photos, nous sentons ici qu'il y a quand même l'obligation d'une posture particulière pour les femmes. Mais le point commun de toute cette période, 1830-1914, c'est quand même assez long. Et si on regarde malgré tout toutes les conditions, toutes les femmes de conditions différentes, on aperçoit quand même une chose très très claire. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Et il est absolument impossible de confondre les deux genres, parce que chacun a son rôle dans la société, et ce serait absolument insupportable de renverser les rôles. Et vous connaissez l'expression « qui porte la culotte ?» La culotte, c'est le pantalon, et le pantalon, c'est le vêtement des hommes, c'est le vêtement du pouvoir. Pouvoir économique, pouvoir juridique. Et les femmes n'en ont pas, c'est écrit dans le Code civil de 1804, c'est très clair. Et puis si une femme commence à vouloir, voilà, elle aura des soucis. On a une superbe ordonnance de la préfecture de police de 1800 qui interdit strictement le port du pantalon au cas où on aurait des femmes un peu, voilà, étranges. Délicate question du pantalon. On peut très bien admettre qu'à la campagne, on porte des pantalons. C'est tout ce qu'il y a de plus utile. On n'a pas froid. On peut se mouiller un tout petit peu. Ça n'a pas beaucoup d'importance. D'abord, c'est moi qui les ai inventés. Et ça fait presque 20 ans. Je les avais inventés par pudeur. Parce que je trouvais que de se promener en costume de bain sur une chose, ça équivaut à se montrer tout nu. Eh bien, je trouve que quand on a pris son bain de mer, même si on veut rester sur la plage, c'est pas difficile d'enfiler un pantalon. Une jupe, c'est pas joli. Un peignoir de bain, c'est affreux. Par conséquent, un pantalon, c'est très bien. Les femmes sont gentilles, c'est bien, on peut se rouler dans le sable toute la journée, mais entre ça et en faire une mode, et qu'il y ait 70% de dames en pantalon le soir dans un dîner, c'est assez triste. C'est une drôle d'époque. Les femmes sont en train de devenir, je sais pas quoi, autosexe. Ils font des pantalons, je vais faire des pantalons. On n'aime plus les jupes, on aime les pantalons. Je vais en faire. Complexe Coco Chanel, nous étions en 1969. Bah non, mais Coco Chanel, hein, Coco Chanel, on le sait bien, avec ici Marie-Jeanne Villeroy, Sois belle, quand la mode raconte la condition des femmes. Nous sommes à Vire-Normandie pour cette exposition-là. Le public est varié, bien sûr. L'aspect pédagogique est très important parce que c'est l'occasion d'apporter à travers une exposition, et donc un aspect esthétique est particulièrement efficace, les avancées de la recherche historique sur la condition des femmes, et pourquoi pas faire réfléchir aussi, parce que j'imagine que les gens qui se rendent à l'exposition se projettent dans leur existence même, se rappellent leurs grands-parents, tout l'imaginaire familial, et on se dit, ah oui, mais là je comprends des choses. Oui, ça marche sur toutes les générations. Alors, il faut être honnête, particulièrement sur les femmes, parce que au départ, et c'est le but, hein, je me disais que on aurait la sensation, c'est-à-dire comme dans une expo, de toutes les expos de mode, on dit d'abord, waouh, c'est beau, et très vite, si on lit les premiers cartels, on se dit, ah bah, heureusement que je vis pas à cette époque. Et ça fait beaucoup discuter. Ça fait discuter, parler les mères qui parlent à leurs filles. C'est très impressionnant. Écoute. Et donc, elles lisent tout haut les cartels, les panneaux. Regarde ce que ça veut dire, ce tableau inoffensif d'un portrait. On présente Madame Archimède Pouchet, qui est dans sa robe de bal. Elle est toute, voilà, un décolleté relativement sage, dentelle blanche, robe couleur neige, elle a des fleurs fraîches, elle est légèrement de côté, elle est délicate, c'est la femme idéale en 1850, elle est fragile, elle est jeune et elle n'a aucune aspérité. Voilà. Et donc, c'est la femme idéale, fragile, belle, douce. Et nous, dans nos cartels, on décortique qui elle est en vérité. Et c'est là où ça fait mal. Oui. et on a beaucoup de retours positifs sur ce qu'on explique, sur les questions aussi qu'on balance sur le sol. Mais pourquoi le rose ne serait pas une couleur pour les hommes ? Est-ce que vous portez vraiment ce que vous voulez porter ? Et ça, c'est une question pour les hommes. Parce que les femmes ont fait du chemin. Dans leur garde-robe aujourd'hui, elles ont autant de robes, de jupes que de pantalons. Pourquoi les hommes n'ont pas ce choix ?
C'est une très bonne question, une très très bonne question. Mais c'est vrai que poser la question de la couleur associée au genre, le rose, le bleu, rien que ça, la poser, c'est l'occasion, après la visite de l'exposition, de poursuivre la discussion en famille. C'est une compréhension du monde et c'est la compréhension aussi d'un territoire. Arnaud Baudin, en présentant une exposition sur ce qui se passe, alors je redonne le nom parce qu'il est magnifique, Passe avant le meilleur, la Champagne au temps des contes, c'est raconter aux gens qui viennent visiter l'exposition l'histoire de là où ils habitent ou l'histoire du lieu où ils sont en vacances. Exactement. On a conçu effectivement cette exposition et le choix de cette thématique il y a 4 ans, en se disant qu'effectivement cette histoire qui a quand même porté le comté de Champagne parmi les plus grandes principautés du Moyen-Âge central était particulièrement méconnue des habitants du département de l'Aube, mais pas seulement, également de tous ceux des anciens territoires qui ont constitué ce comté de Champagne, les Marnais, les Hauts-Marnais, les Seine-et-Marnais, et même au-delà, une histoire qui nous porte, on en parlera peut-être, jusqu'en Navarre. Et donc cette histoire fastueuse, effectivement, politiquement importante, qui souvent jalonne aussi l'histoire des Capétiens, était donc par cette méconnaissance importante à expliquer, à montrer, à faire comprendre. Pourquoi la Navarre ? La Navarre, donc, c'est le sud-ouest de la France, du côté de Pau. C'est pas du tout près de Troyes. Alors, exactement. Alors, la Navarre médiévale, c'est la Navarre qui enjambe les Pyrénées. Donc, c'est à la fois la Navarre espagnole et la Navarre française. Donc, un grand territoire dont le comte de Champagne Thibaut IV va hériter en avril 1234 de son oncle, Sanche VII. C'est une succession qui se fait par les femmes, comme souvent au Moyen-Âge. Sa mère, Blanche de Navarre, est donc l'héritière de son frère et elle va transmettre le pouvoir à son fils. Et donc, les comtes de Champagne vont gouverner 2 territoires extrêmement différents culturellement et puis également particulièrement éloignés. Avec, oui, ce territoire très éloigné qu'est la Navarre, en lien avec la Champagne et la difficulté de définir même ce qu'est la Champagne. Dans le vocabulaire passablement confus de la géographie historique française, il y a peu de mots aussi équivoques que celui de Champagne. Et le temps assigné à une de ces causeries suffirait à peine pour épuiser le contenu de ces diverses acceptions. Autant dire que je n'en suivrai pas l'histoire à partir de son apparition au VIe et au VIIe siècle, époque où il commence à désigner la région de Troyes, de Châlons-sur-Marne et de Reims. Je tiens pourtant à préciser que les personnages appelés par nous comtes de Champagne n'ont pris ce titre à une exception près qu'au XIIIe siècle. Dans la seconde moitié du XIIe, le très puissant Henri le Libéral ne s'intitule encore que comte palatin de Troyes. La Champagne ne formait pas alors une entité féodale. Aussi, le mot n'avait-il pas forcé les portes des chancelleries ? Il appartenait au vocabulaire des bonnes gens et aussi de la littérature. Champagne. C'est Georges Tessier, en 1956, l'historien, dans l'émission Heures de culture française. Dites-moi, quand je regarde le catalogue, Arnaud Baudin, de cette exposition Passe avant le meilleur, la Champagne au temps des contes, donc ça se passe à l'Hôtel-Dieu, le comte de la Cité du Vitrail de Troyes. Vous avez un catalogue conséquent, dirons-nous pudiquement, mais ça fait vraiment écho à ce que nous disions tout à l'heure, une exposition, c'est aussi l'occasion de proposer un ouvrage d'exposition dur après par le catalogue, et celui-là, il va durer, il est imposant. C'est une histoire de la Champagne, en fait. On dit une exposition donc comme moment de visite pour les gens qui viennent, mais c'est aussi la production d'une histoire de la Champagne. Exactement. Le catalogue, effectivement, en fait, il vient combler un vide. Nous n'avions pas, jusqu'à présent, d'ouvrage de synthèse sur l'histoire de la Champagne médiévale. Nous avions de très grands travaux d'érudits. On pense aux travaux de l'école de Michel Bure, notamment pour le XIIe siècle, le XIe siècle. Mais un livre qui embrasse l'intégralité de la période, qui intègre également les découvertes récentes en matière d'archéologie, d'études des œuvres d'art, nous n'avions pas. Et donc, on a voulu, avec ce catalogue qui réunit 80 auteurs, un collègue
historiens, historiennes, archéologues, historiennes de l'art, proposer une synthèse de cette histoire, mais également ouvrir, vous le disiez tout à l'heure, de nouvelles pistes. L'exposition est aussi conçue comme ça. On se rend compte qu'il y a énormément de zones d'ombre encore à éclaircir, notamment tout le XIIIe siècle serait à reprendre sur cette histoire. Et donc, on propose également des pistes de travail pour les années à venir. Et puis, il y a la situation de la Champagne, c'est-à-dire un peu comme la Bourgogne, ce sont des territoires de passage également, des territoires carrefour qui sont en lien avec d'autres territoires. La Navarre, vous l'avez évoqué, mais pas seulement. C'est une histoire au-delà du local. C'est pas de l'histoire locale, en fait. Et on le voit bien, on est ici, en tout cas dans les siècles qui nous intéressent. Donc c'est quoi? C'est 13e siècle principalement et les siècles qui suivent? La grande période, c'est le 12e, 13e siècle. La grande période, on l'entendait tout à l'heure, en fait, du Principat d'Henri Libéral en 1152, qui est important puisque c'est le moment où les comtes de Champagne vont se détacher de leurs ancêtres des comtes de Blois et donc devenir une principauté indépendante jusque tout le XIIIe siècle et le mariage de Jeanne de Navarre avec Philippe le Bel, la dernière comtesse. Donc c'est effectivement cette histoire-là que l'on raconte. Avec donc tous ces passages, je disais, et en lien avec ce qui se passe ailleurs, parce que c'est ça qui est fascinant dans ce Moyen-Âge, qui mérite sans cesse d'être étudié et revu, c'est qu'il nous fascine par la production d'objets merveilleux et par la vivacité d'échanges. Vous évoquez ces femmes puissantes au Moyen-Âge et qui ont été invisibilisées par le temps, ces objets magnifiques, ces liens intenses créés entre les différents territoires. En fait, c'est aussi mettre en avant le Moyen-Âge, la période elle-même qui mérite d'être sans cesse revisitée. Oui, parce que en fait, vous l'expliquez, la Champagne est au cœur d'une économie monde au XIIe, XIIIe siècle. Naturellement, on pense aux croisades parce que effectivement, les comtes de Champagne et leurs chevaliers sont partis en Orient, mais pas seulement, et jusqu'en péninsule ibérique. Au-delà aussi, il y a ce grand moment économique que constituent les foires, qui réunit entre Troyes, Provins, Bar-sur-Aube et Lagny l'intégralité du commerce médiéval, avec des marchands qui se rencontrent sur la vallée de la Seine, qui viennent du nord de l'Europe, du sud de l'Europe. On s'échange les produits et ce grand moment favorise aussi la création artistique puisque se rencontrent dans cette vallée de la Seine les hommes, les idées, les artistes qui sont attirés à la fois par la richesse du comté et, a fortiori, par la commande publique, le mécénat princier. Et ce n'est pas un hasard si la Cité du Vitrail se trouve à Troyes, parce qu'une exposition, donc c'est l'occasion de se faire plaisir. On l'a dit, le catalogue, 600 pages. Mais c'est aussi l'occasion de réunir des objets qui ne sont pas appelés à être ensemble et qui sont conservés dans des lieux différents pour proposer quelque chose. Et c'est le cas ici. Oui, alors on a eu une chance incroyable, puisque effectivement le cœur de l'exposition, c'est la réunion à la fin de l'exposition, lorsque l'on aborde cette création artistique en Champagne, la réunion de 18 panneaux de vitraux qui ont été réalisés à la cour de Champagne, sans doute pour la cathédrale de Troyes dans les années 1170-1180, et qui aujourd'hui, suite à une dispersion au XIXe siècle, se trouvent au Metropolitan Museum de New York, au Victorian Albert Museum de Londres, au Canada, même en main privée à Hong Kong, au musée de Cluny. Et donc on a réussi, je dirais le tour de force, de réunir ces 18 panneaux pour les faire résonner ensemble, les comprendre mieux, les étudier, puisque voilà, il y a une enquête en cours qui sera restituée à la fin de l'exposition autour de cette réunion des vitraux troyens du XIIe siècle. Mais parce qu'une exposition, c'est déplacer aussi des objets. Et nous savons combien il est difficile pour certains fragiles ou précieux. Et puis, chaque musée a besoin de garder ses objets parce qu'il faut faire venir des visiteurs. Donc, ils n'ont pas envie que ça parte, surtout en période touristique. Et c'est le cas avec l'exposition Gestes d'éternité, le musée national de la préhistoire des Hésies, parce que, et là vous nous l'avez dit, Nathalie Fourment, il y a des œuvres, et pour la préhistoire, elles sont rares et précieuses, qui viennent de partout en Europe pour essayer, et même au-delà, largement au-delà bien sûr, pour essayer de comprendre ce que sont ces gestes d'éternité, toute cette réflexion quand même qui demande d'avancer avec minutie. Donc c'est chaque objet, chaque détail qui est important. Oui, exactement. Et en réalité, pour cette exposition, vu la thématique si particulière, nous ne nous sommes pas non plus lancés dans une chasse à l'ossement humain. C'était même une position tout à fait
fait opposé que nous avons choisi, dans le sens où pour nous, chaque vestige humain présenté devait être porteur d'un message particulier, devait venir renseigner un fait social ou un fait anthropologique ou un geste vraiment mortuaire très précis, si bien que dans les prêts que nous avons et qui sont à l'échelle européenne, on peut citer bien sûr, et elle fait la couverture du catalogue, la fameuse Dame du Cavillon, trouvée à la fin du 19e siècle par Émile Rivière à Menton, qui s'était d'ailleurs à l'époque appelé l'homme de Menton, puisqu'on pensait que c'était un homme. Et cette Dame du Cavillon est un très beau prêt du Muséum national d'histoire naturelle, et donc vient là témoigner dans son exceptionnalité, puisque le crâne est présenté dans l'exposition, et ce crâne est couvert de quantité de plus d'une centaine de coquillages et de craches de cerf. Ce sont des canines de cerf transformées en bijoux, et qui témoignent donc là de la position particulière, sans qu'on sache s'il s'agissait d'une position de pouvoir, d'une position de richesse. On a affaire à des peuples chasseurs, cueilleurs, nomades, donc le rapport à la richesse et au statut social ne sont pas du tout les nôtres. Néanmoins, on peut penser qu'elle avait un statut particulier dans son groupe. J'ai mentionné tout à l'heure les petits jumeaux de Krems, pour lesquels nous avons un facsimilé de la sépulture. Ce sont des trésors nationaux, donc les bébés eux-mêmes sont restés en Autriche, mais nous avons le mobilier d'accompagnement, donc des parures, et une très belle omoplate de mammouth qui venait sceller la fosse où ces deux petits jumeaux, décédés à 6 semaines d'écart l'un de l'autre, ont été regroupés avec le plus grand soin. Et ce prêt-là aussi est très important, puisqu'on voit bien que même les plus jeunes font l'objet d'attention soutenue de leur groupe. Et dans les prêts aussi, nous avons souhaité, et ça c'est une volonté toujours permanente du musée, valoriser la recherche archéologique la plus récente. Ça c'est aussi un point important, si bien que l'exposition bénéficie aussi d'un partenariat avec l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, et nous présentons donc les résultats récents de la fouille qui a eu lieu en 2021 sur l'enclos d'Aborde, et c'est une double sépulture du Mésolithique. Donc là on est dans la période des tout derniers chasseurs-cueilleurs d'Europe occidentale, et cette tombe réunit un squelette entier qui, lors de son dépôt, ce corps déposé a été accompagné des restes d'un autre individu mort antérieurement, et pour lequel on a une vraie mise en scène des ossements du premier défunt mort donc bien avant celui qui est trouvé dans la tombe, et qui vient accompagner dans la mort le défunt le plus récent, si j'ose dire, ce qui témoigne d'ailleurs de faits importants. Je parlais tout à l'heure de la relation au territoire. Si on est allé récupérer les restes d'un individu pour les associer à un autre, ça veut dire que les tombes étaient marquées, qu'on pouvait les retrouver dans ces territoires vastes de la fin de la préhistoire. Ça interroge sur ce rapport au lieux et aux espaces. Et donc voilà, chaque prêt vient comme ça raconter une histoire, et à l'aide de moyens différents, puisque effectivement pour l'enclos Laborde, nous avons fait le choix de présenter les ossements qui sont quasiment bruts de fouille. Voilà, le crâne n'a pas été nettoyé, il est encore empli de son sédiment, et on a également choisi de faire un facsimilé qui vient restituer la réalité du terrain pour les publics. Personne ne peut rester indifférent quand on entend ça. On a juste envie d'aller, de découvrir, parce qu'on est au plus près des avancées de la recherche. Et dans le même temps, Nathalie Fourment, vous proposez des réponses à des questions simples. De quand datent les premières sépultures ? À partir de quel moment l'humain s'est mis à enterrer les siens ? Voilà, question toute simple. Et donc, c'est ça la vigueur de l'exposition, c'est d'avoir les avancées de la recherche et dans le même temps des réponses. D'ailleurs, je vous la pose. À quel moment ? La réponse n'est pas unilatérale, puisqu'en réalité, ce dont on se rend compte, d'abord, c'est que dans l'histoire de la discipline, ça a pris un certain temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour reconnaître cette ancienneté des pratiques funéraires. Et ça a pris aussi un certain temps, et même parfois très récemment, pour reconnaître que ce fait sépulcral, ou même ce fait, ces gestes mortuaires, pouvaient être le propre d'une humanité qui n'était pas la nôtre, qui n'était pas celle des Homo sapiens, qui n'était pas que celle des hommes anatomiquement modernes que nous sommes, mais également celle d'autres espèces humaines. Évidemment, je pense là aux Néandertaliens, qui d'ailleurs, dans un même temps, il y a à peu près 140 000 ans, dans ce qui est le Moyen-Orient actuel, ont développé des pratiques funéraires, ont enterré leurs morts de manière quasiment concomitante, puisqu'on avait les deux espèces humaines qui coexistaient.
Et ça, c'est les plus anciennes sépultures actuellement identifiées. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les premiers gestes funéraires, puisque dans l'exposition, nous présentons aussi, là ce sont des moulages, parce que c'est quand même des biens extrêmement précieux, de Cima de los Huesos. Donc là, on est en Espagne, pas loin de Burgos, sur le site d'Atapuerca. Et donc, dans ce site-là, dans un aven, dans une grotte, ont été déposés. Aujourd'hui, les anthropologues qui étudient ce site sont assez sûrs de leurs affirmations. Ont été déposés intentionnellement, vraiment une assez grande quantité, plus de 10 à 20 individus, jeunes, plutôt adolescents et plutôt garçons. Voilà, ils ont été déposés dans ce gouffre et accompagnés d'un outil appelé Excalibur, qui est un biface assez exceptionnel. Et l'association entre les deux a longtemps fait débat, et fait encore parfois débat au sein de la communauté. Et il faut aussi avoir l'idée que tout ça n'est pas linéaire, c'est-à-dire un jour, il n'y a pas quelque part un groupe humain qui s'est dit on va faire des pratiques mortuaires et après tout le monde les fait. Non, il y a des apparitions, des disparitions et des différences dans les gestes qui font que parfois, sur certaines cultures, je pense là par exemple à l'Aurignacien, qui est quand même la culture des groupes humains qui en Europe occidentale ont peint Chauvet, c'est pas rien, eh bien on ne connaît pas d'individus aurignaciens autres que par des restes humains isolés, trouvés dans des sites archéologiques, et ces restes humains sont principalement des dents, ils ont pu les perdre, voilà. Donc c'est très particulier, ça veut dire qu'il y a aussi une part des gestes qui reste mystérieuse, ou en tous les cas qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, puisque on ne retrouve que les ossements qui ont été préservés. Et on peut imaginer, comme c'est le cas dans quantité de population sur la Terre, des pratiques funéraires où les vestiges humains vont être placés dans la nature, vont être placés dans des endroits reculés. Et l'archéologie qui investit les sites d'habitat, les grottes, les abris sous roches, ne peut pas retrouver ça. Avec ici ce dialogue à travers le temps, à travers les cultures aussi, c'est la richesse que nous proposent toutes ces expositions. Déesses d'autrefois et d'aujourd'hui. Celles de la saison prochaine verront la hauteur des jupes diminuer, la taille remonter, la ceinture réapparaître. Voici, en tailleur aux basques courtes, en manteau aux lignes évasées, les petites sœurs de celles qui furent la Vénus d'Arles et la Diane de Gabiès. Car nous sommes à la fois chez Praxitèle et chez Christian Dior, réunis ce soir au Musée du Louvre. Mais la fantaisie et l'audace gardent leurs droits sous l'œil de Zeus. Laissons couler les modes. Dans leur magie qui unit sans brutalité le plus beau passé au charme du présent et qui rapproche si facilement les femmes de tous les temps, la mode, c'est l'heure des déesses. Le journal national, celui de 1961, au Louvre, un dialogue entre Dior et Praxitèle. Romy White, vous êtes, je le disais, co-commissaire de l'exposition Le Passage de Vénus. Co-commissaire avec Ludovic Logier, qui est donc conservateur au Louvre et chargé des sculptures grecques, et Jean Deloisy, qui est le directeur actuel de la Fondation Van Gogh et spécialiste d'art contemporain. Donc le Louvre est de la partie pour cette exposition, et bien sûr, parce que la Vénus d'Arles, c'est ce dialogue ici entre les musées. Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup dans le cas de cette Vénus d'Arles, c'est le dialogue qui s'opère avec le territoire. Nous sommes à Arles. Et c'est ça qui est fascinant dans une exposition, c'est que les gens évoluent dans la vie, dans la ville, et puis entrent dans l'exposition et en ressortant ne regardent peut-être pas exactement le territoire de la même manière, parce que cette Vénus, elle est liée à un lieu, et c'est très beau de se dire ici, il s'est passé ces choses. Absolument. En fait, ce qui est fascinant avec la Vénus, c'est qu'elle est liée finalement à plusieurs lieux. Alors, elle est liée à Arles, bien sûr, puisqu'elle y a été découverte et il y a toute son histoire. Et pour cette mythologie du 19e siècle que j'ai racontée plus tôt. Mais aussi, elle est liée à Versailles, finalement. Elle est aussi liée au Louvre. En fait, elle est liée à toutes ces histoires et à tous ces lieux qui l'ont fait naître. Et finalement, ce qui est quand même très intéressant avec la Vénus d'Arles, c'est que c'est pas tellement son histoire qui est fascinante, c'est aussi toujours le regard qu'on a porté sur elle. Puisqu'on a eu de cesse de la nourrir, de la réinterpréter, de la repenser finalement. Et puis les artistes, alors je veux dire contemporains, même pas, les artistes à travers les siècles se sont emparés de cette figure, déjà pour en faire ce qu'est devenu une Vénus, c'est-à-dire d'un corps de femme ou d'une déesse qui pourrait être toute simple,
il y a eu cette profondeur et cette charge symbolique qui l'a fait évoluer à travers le temps et jusqu'à Niki de Saint-Phal aujourd'hui. Enfin, on a vraiment quelque chose à travers les siècles qui est fascinant sur la notion même de Vénus et au-delà de celle d'Arles. Tout à fait. Et c'est, comme je le disais, en fait, on a voulu présenter la Vénus d'Arles comme un archétype pour parler de la Vénusté de façon plus générale. Et c'est là où on a une chance exceptionnelle de travailler avec Ludovic et Jean qui vraiment ont nourri ce discours-là de la multitude de ces regards. Et donc, on a démarré, bien sûr, en racontant la naissance de Vénus, mais aussi tout ce qu'on lui attribue, c'est-à-dire la fertilité, et même cette idée, quand on dit la déesse de l'amour, en fait, on a tendance à penser à notre notion d'amour aujourd'hui, mais qui n'est pas du tout, en fait, applicable aux périodes anciennes. Donc, ce qu'on imagine de la Vénus et la façon dont on l'interprète aujourd'hui, finalement, elle est très loin de la réalité antique. Et puis avec l'importance accordée au territoire, parce que Marie-Jeanne Villeroy, dans le cas du musée de Vire-Normandie, nous avons le musée, donc avec les collections permanentes, il y a l'exposition temporaire, comme on dit quand on regarde sur les sites, il y a écrit exposition temporaire, Sois belle quand la mode raconte la condition des femmes. Et puis, il y a le lieu du musée, le bâtiment lui-même. Et puis, il y a la ville. Parce qu'une exposition s'inscrit dans une ville. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est l'occasion d'aller faire un petit tour à Vire-Normandie. Tout à fait, qui est une charmante petite ville tout près de Mortain, vous le savez. Ah oui, non, mais c'est Vire-Normandie. Alors, pour connaître cette ville, c'est vrai qu'il y a aussi ce besoin de médiation, d'apporter pour les gens qui vivent dans le bocage virois, mais pour les gens qui viennent aussi la compréhension de l'espace. Et le musée est vraiment là pour ça, et l'exposition accompagne ce mouvement. Tout à fait. On a un grand parcours permanent qui permet de découvrir Vire-Normandie, ses spécificités, des premières découvertes d'une villa gallo-romaine il y a quelques années. Mais le point fort, c'est la destruction et la reconstruction de Vire. C'est comment... pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, ville bombardée. Comment on passe d'une ville médiévale à une ville neuve, enfin neuve qui a 80 ans maintenant. Donc ça, on a besoin de l'expliquer pour les habitants, pour nous, mais on a aussi le devoir de l'expliquer pour les promeneurs qui découvrent cette harmonie nouvelle entre les restes d'un passé médiéval et l'après-guerre. Et ça, c'est tout le rez-de-chaussée. Au premier étage, on rentre dans le 19e siècle parce que Vire a connu... toute la France a connu une période d'épanouissement économique au XIXe siècle et du point de vue des arts, de la botanique, des industries, on a des choses à dire sur nous, sur le territoire et l'échelle change souvent. C'est Vire, mais c'est le Bocage, c'est la Normandie, c'est la France et puis on revient à Vire. Donc on fait sans arrêt des voyages dans le temps mais aussi dans l'espace et le public nous suit bien. Parce que quand on présente un beurrier, parce que on a aussi une histoire avec le beurre, 5 beurreries jusque dans les années 80, ça, voilà. Après tout s'effondre, on peut parler de secteurs économiques qui se succèdent à côté d'un beurrier en Gers, c'est une céramique fabriquée non loin de Vire. On présente le beurrier en plastique Elvire. Et ça permet de faire parler le public local, mais aussi celui qui s'attend justement à avoir des informations, mais qui n'a pas toujours celles qu'il espère. Et l'exposition temporaire au dernier étage, elle permet de rebattre les cartes complètement chaque année. Et ça, tous les collègues le connaissent. On va s'attaquer à un sujet qu'on n'aborde pas dans le parcours permanent. Et cette année, voilà, on va aborder ce sujet-là qui va totalement disparaître à la fin de la saison. Et l'année prochaine, on aborde un nouveau sujet. Ce qui veut dire que pour le public, les habitants, on peut revenir au musée, on va rediscuter d'un autre sujet qui nous concerne, nous, parce que dans l'expo Sois belle, on évoque aussi ce lien entre la mode parisienne qui vient bousculer la mode locale, on va dire, mais bon, ça, on pourra en parler des heures. Et en même temps, c'est un sujet, la mode, c'est un sujet occidental, principalement, puisqu'on évoque vraiment la mode parisienne, elle embarque toute la mode
féminine. Et donc voilà, c'est ce jeu d'échelle super intéressante pour le public local comme pour les touristes. C'est vraiment le cas aussi à Troyes, parce que on le voit bien, il y a cette dimension de recherche, on l'a dit, et cette dimension qui est de la vivacité du lieu, parce qu'il faut rappeler sans cesse le rappeler, France Culture est une chaîne nationale, mais avec une attention très forte portée sur ce que les gens appellent les territoires, mais c'est au local, c'est dans les villes, dans les musées, dans les expositions qui se passent des choses. Et c'est formidable de pouvoir présenter des expositions d'une telle ampleur parce que les gens demandent ça. Et on le voit bien sur les fréquentations. En tout cas, la curiosité est toujours là. Oui, les gens sont véritablement ravis, enthousiastes autour de cette exposition. Je peux dire que je ne m'y attendais pas en tout cas pas à ce point. Il y avait une véritable attente. Les gens nous disent oui, mais pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Et vous l'évoquiez aussi tout à l'heure. Est-ce que les œuvres vont rester? Les vitraux, j'ai encore eu la question hier. Oui, les vitraux, ils vont repartir à New York. Mais oui, profitez-en. Ils sont là encore jusqu'à fin octobre. Donc il y a un engouement incroyable. Effectivement, la fréquentation est au rendez-vous. Le catalogue a beaucoup de succès. Et effectivement, la Cité du Vitrail, elle a aussi cette fonction. Elle est inscrite au cœur de la ville de Troyes, mais elle est une tête de pont aussi pour faire découvrir l'histoire du patrimoine verrier au bois, en renvoyant les visiteurs ensuite vers les églises ouvertes, avec ce riche patrimoine verrier du 15e, 16e siècle champenois. Le Musée national de préhistoire aux Aisies, c'est la même chose. Alors la préhistoire, par contre, c'est vrai qu'à la cote, on sait que... Non, mais ça attire toujours, ça donne envie. Oui, ça donne envie. Et je me retrouve beaucoup dans les propos qui sont tenus là par mes collègues, notamment dans cette notion de territoire imbriqué. La préhistoire, elle place directement sur une échelle qui est internationale. Voilà, je pense qu'on peut le dire, puisque c'est, comme j'ai plaisir à le rappeler, le socle commun de toutes les humanités. Voilà. Mais en même temps, cette question du lien à là où nous sommes et pour qui nous sommes et pourquoi nous sommes là est effectivement une attention très forte portée par l'établissement. C'est un sujet quotidien dans son projet scientifique et culturel, notamment parce qu'on s'inscrit dans cette vallée de la Vézère connue pour être le lieu où s'est quasiment forgé la discipline et qui reste un lieu de référence aujourd'hui au regard du grand nombre de sites archéologiques qui s'y trouvent et de nombreuses opérations archéologiques qui continuent de s'y dérouler. Et les expositions qui permettent aussi de valoriser notre parcours permanent, puisqu'on met en lumière nos vitrines sur la thématique dédiée, un peu comme vous le disiez, madame. Donc là, voilà, la vitrine de l'enfant de la Madeleine est en violet, assortie à France Culture. Très bon choix. Et au-delà de ça, il y a des sites qui sont aujourd'hui fermés au public pour des raisons majeures de conservation. Je pense là à la grotte de Cussac, qui est une grotte ornée et sépulcrale, datant du Gravétien, donc il y a 30 000 ans, dans laquelle se trouvent de très grands panneaux ornés de gravures avec des animaux gravés plus grands que nature, mais en même temps, 7 individus entiers ou avec, et c'est là l'histoire un peu complexe, des parties d'individus mélangés, des dépôts secondaires, tout ça déposé dans des boches d'ours. C'est un site juste exceptionnel par cette association quasiment unique, au moins à cette échelle. Et donc ça, nous avons... la grotte est à demi-heure de route du musée, même pas, mais c'est juste impossible pour toujours de la voir. Il existe une petite salle d'exposition au buisson, mais nous avons souhaité développer une visite virtuelle 3D. Alors c'est pas souvent on dit on va visiter je sais pas tel monument ou telle grotte en 3D. Nous, on a pris le parti de dire non, on va pas visiter la grotte de Cussac en 3D. On est juste au Musée national préhistoire avec un casque sur les oreilles et on visite le jumeau numérique de la grotte de Cussac, qui est un outil pour la recherche, un outil pour la conservation et qui permet justement au public de se mettre un petit peu dans la peau de l'équipe de recherche qui va chercher à justement identifier les indices et comprendre la complexité des gestes funéraires qui ont été mis en œuvre. Oui, parce que cette complexité, elle doit apparaître au sens où l'on attend cela d'une exposition, apprendre des choses, mais en réalité, elle est invisible. Ça glisse et c'est tout le travail de la médiation. Exactement. Il y a un aspect extrêmement ludique. À Arles, c'est tout à fait le cas avec le passage de Vénus, parce que on a les yeux qui s'écarquillent et il n'est qu'à regarder le catalogue, parce que toutes ces expositions-là ont des catalogues que l'on retrouve. Et quand on regarde les œuvres contemporaines en lien avec les antiquités, mais évidemment, ça fait réagir parce qu'il y a l'aspect esthétique et ça déclenche la curiosité.
Complètement. Déjà, c'est vrai que pour nous, alors c'est très nouveau au musée de l'Art antique, on n'avait pas fait ce type d'exposition avant. Donc déjà, nous, on était très curieux aussi par rapport à la réaction du public. D'autant qu'on est allé dans les collections permanentes aussi, c'est-à-dire qu'on a pris des œuvres contemporaines et on est allé alimenter le discours permanent. Donc, on a eu cette réaction. Nous, normalement, on a l'habitude de faire des expositions. On prend un sujet archéologique et on va dans l'exhaustivité, finalement. Et là, encore une fois, on a choisi de déplacer le regard, de confronter des œuvres à d'autres œuvres. Et on s'est posé la question, effectivement, comment le public allait réagir. Et il réagit très bien. Donc ça, on en était absolument ravis, puisque c'était un petit peu un pari aussi de notre côté. Oui, et puis il faut parler au plus grand nombre. Hein. C'est vraiment cela. Et rappeler aussi dans chaque exposition tout ce travail fait envers les plus jeunes, envers les enfants, sachant que les parcours pour enfants, en réalité, sont réalisés pour les adultes, parce que les adultes les lisent vite. Mais c'est vraiment cet aspect fascinant que nous avons avec ces expositions. Et je les rappelle, il y a le passage de Vénus, ça c'est à Arles, le passage de Vénus. Le lieu précis pour le passage de Vénus, c'est au musée départemental Arles Antique. Oui, tout à fait. Et tout à fait, c'est au musée départemental Arles Antique et elle a vraiment pris tout le musée, comme je le disais, dans les collections permanentes, une expo dans le bas, une expo en haut aussi qui raconte vraiment l'histoire de la Vénus d'Arles. Elle est partout. Elle est partout. Pour l'exposition Sois belle quand la mode raconte la condition des femmes, ça c'est au musée de Vire, Normandie. Quant au geste d'éternité, c'est au musée de préhistoire des Aisies, côté de la Dordogne. Et évidemment, Passevant le meilleur, la Champagne au temps des contes, c'est à Troyes. Donc merci vivement à tous les quatre. Arnaud Bodin, vous retournez à Troyes, j'imagine. Oui, tout à fait. Nathalie Fourment, vous repartez aux Aisies. Exactement. Romy White, Arles. Tout à fait. Oui, c'est parfait. Et j'imagine, Marie-Jeanne Villeroy, que vous repartez à Vire-Normandie. En passant par Roubaix pour voir l'expo sur la Redoute qui se termine ce week-end. Mais en partant de la maison de la radio, vous passez par Roubaix, vous continuez, c'est l'autoroute A13 si l'on veut, et vous arrivez à Vire-Normandie. On veut tous revoir la Normandie. Gérard Blanchard dans le cours de l'histoire. Et voici dans le cours de l'histoire le fil histoire. Le fil histoire, c'est Hélène Bouillon, égyptologue conservatrice du patrimoine. Formidable Hélène Bouillon, l'autrice d'une histoire des animaux fantastiques aux presses universitaires de France qui nous a accompagnés pour ce fil histoire. Et aujourd'hui, Hélène s'intéresse aux aventuriers du savoir perdu, ces princes et ces rois archéologues dans l'Antiquité. Il y a plus de 3000 ans, bien avant les débuts de l'archéologie moderne, des rois et des princes du Proche-Orient et de l'Égypte antique creusent déjà pour trouver les traces de leurs prédécesseurs. Mais qu'y a-t-il de commun entre le prince Khaemouasset, fils du pharaon Ramsès II, le roi Nabonide, dernier roi de Babylone, et les archéologues qui ont retrouvé leurs traces des millénaires plus tard ? Il y a environ 3250 ans, le prince Khaemouasset, fils de Ramsès II, est nommé grand prêtre du dieu Ptah à Memphis. Cette antique métropole, située au nord de l'Égypte sous l'actuelle ville du Caire, est la capitale des rois qui ont construit les grandes pyramides. Khaemouasset est un érudit et il a accès aux archives anciennes. Il organise les fêtes jubilaires de son père, célébrées à partir de ses 30 ans de règne. À ces occasions, il retrouve et adapte des rituels anciens. Mais il ne s'arrête pas là. Explorant les grandes nécropoles de la région de Memphis, il réactive le culte funéraire des rois antérieurs. Dans les inscriptions de restauration qu'il fait graver sur leurs monuments, Khaemouasset fait apparaître clairement qu'il a fait des recherches pour retrouver leurs noms. De nombreuses pyramides portent les traces de ces recherches archéologiques, dont la plus ancienne, celle du roi Djoser, qui régna 1400 ans avant Ramsès II. Honorer les rois des temps anciens et restaurer leur culte est une manière pour le prince de placer son père Ramsès II dans la continuité d'une lignée millénaire. Pour Khaemouasset lui-même, il s'agit sans doute de se légitimer en tant que garant de cette permanence et aussi peut-être de se placer déjà dans la succession. 700 ans plus tard, et à des milliers de kilomètres de là, Nabonide règne depuis la ville de Babylone au sud de l'Irak actuel. Les inscriptions royales de Nabonide commémorent ses travaux de restauration dans les grands temples de la Mésopotamie. Le roi babylonien dit avoir fait creuser pour découvrir les plans exacts et les fondations des temples afin de les reconstruire à l'identique.
Les motivations pour de tels travaux sont probablement, comme en Égypte, avant tout religieuses et politiques. C'est une manière pour les princes et les rois de se légitimer en se plaçant dans une histoire très ancienne et glorieuse. Nous sommes donc loin des motivations purement scientifiques de l'archéologie moderne. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec nos recherches d'aujourd'hui. Princes égyptiens ou rois babyloniens, les hommes de pouvoir de l'Antiquité ont parfois fait preuve d'un grand intérêt pour les temps anciens. Ils ont manifestement eu accès à des archives et se vantaient parfois de pouvoir déchiffrer les inscriptions millénaires. Ils ont aussi cherché dans la terre et le sable les plans et les fondations des bâtiments construits par leurs prédécesseurs. Leurs motivations politiques ne sont pas tout à fait éloignées de l'archéologie moderne. On peut sans doute prêter à ces princes et rois archéologues une révérence pour les objets du passé, mais aussi, sans trop verser dans l'anachronisme, une curiosité, un questionnement plus fondamental qui rejoint celui des chercheurs contemporains. Qu'avons-nous oublié ? Que pouvons-nous retrouver et transmettre ? Merci beaucoup Hélène Bouillon pour ce fil d'histoire à retrouver sur l'appli Radio France, bien sûr, sur le site franceculture.fr et globalement partout. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec à la technique Anthony Thomasson. Le cours de l'histoire, une émission réalisée, produite par une équipe d'exception. Thomas Beau, Jeanne Delecroix, Maïwen Guizou, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Angélique Auguemar, Sidonie Lebeau, Luce Mourant, Solène Roy. Merci. Merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas ce qu'elle est. Merci aux historiens, aux historiennes, aux spécialistes qui viennent simplement apporter le fruit de leur savoir et le résultat de leur recherche. Et merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité au cours de l'histoire. Petit clin d'œil à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour son aide. Le cours de l'histoire, ce sont des émissions, celle-là et toutes les précédentes, à retrouver, à écouter sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.